Il s'agit d'une échantillon de la diaspora congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivant dans les 4 coins du monde qui s'est réuni dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partout à travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hors des présentes assises. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, capitale qui a pris de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le défend de la RDC, leur mère patrie, où qu'ils se trouvent. Jean-Tilin Gobilamba Kasséder a signé la mission des constituants annuaires de tous les compatriotes vivant à l'étranger. Le conseil chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités a noté que ce forum est un peu nommé car il vient en appui au programme présidentiel accéléré PPIA qui n'a pas su décoller à la suite des effets de la Covid-19. Jidette Badi Baraka Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pistes de solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le Congo de la diaspora, à travers des témoignages en visioconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, en charge de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantines. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. » En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. Fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliard de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Diaspora congolaise, acteur du développement pour lutter contre la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces 2 jours de suite afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes pensantes de la diaspora. Poser la question suivante au public. Combien d'entre vous conduisent de manière plus ou moins régulière une voiture électrique?
C'est pratiquement la moitié ici. Combien d'entre vous savent quels sont les matériaux qui constituent les batteries de vos véhicules électriques? Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ah bon, évidemment, peut-être que c'est un public très informé, mais c'est vraiment cela qui nous intéresse aujourd'hui, la transition énergétique et la manière dont on peut accélérer les choses pour que ces minéraux qui sont très importants soient traités avec soin et intégrés dans la supply chain. Et donc c'est important pour la société et pour l'environnement. Nos intervenants aujourd'hui incluent Monsieur le démocrate Tshisekedi, président de la République du Congo, Madame de Chamard, vice-président de Siemens, Mark Henry également, CEO PDG du groupe PHD, Monsieur Singh, qui est managing director de NTPC en Inde, et enfin Jérémy Weir, qui est le président et chief executive de Traffic Europe Group ici en Suisse. Permettez-moi de commencer avec vous, Mike, puisque vous êtes assis à côté de moi, Mike Henry. Pouvez-vous nous décrire un petit peu la situation en termes d'approvisionnement des minéraux qui sont requis pour cette transition? Alors, c'est une question très importante, je pense. Ces 2 dernières années, qu'il y a eu vraiment une compréhension très importante, notamment des décideurs politiques et des business leaders, de cette question extrêmement critique, de tout ce qui est à propos de la transition énergétique. Donc, il y a vraiment une prise de conscience très importante. Peut-être qu'il y a une moindre prise de conscience sur le fait que, évidemment, le monde a besoin de toutes ces matières minérales, le cobalt, le nickel, etc., pour pouvoir assurer cette transition énergétique avec succès. Et il y a déjà un déclin de la production d'ores et déjà. On le voit dans les mines actuelles. Et il y a évidemment également une hausse de la fourniture, mais qui va provenir de mines qui sont de plus en plus difficiles à trouver et qui sont plus petites. Donc, il y a beaucoup d'activités en termes de mines, mais il va falloir 2 fois plus de cuivre que par le passé. Pendant les 2 années à venir, il en faudra encore plus, également en termes d'acier. Donc, ces activités au niveau des mines vont être de plus en plus importantes que ce qui se passait par le passé. Donc, il va vraiment s'assurer que les choses sont faites avec durabilité. Sinon, tous ces défis en matière de transition énergétique vont véritablement créer un impact négatif sur l'eau, sur la biodiversité et sur les communautés locales, bien évidemment. Donc, il va falloir monter en cadence dans nos activités, mais le faire avec une demande beaucoup plus exigeante, un niveau d'exigence beaucoup plus fort pour créer plus de valeur pour tous ceux qui sont impliqués dans ces opérations et minimiser, bien sûr, les impacts négatifs sur la biodiversité, l'eau, etc. Merci beaucoup. Et vous êtes à la tête d'une des plus grandes entreprises dans le monde. Jamie, est-ce que votre entreprise travaille dans le commerce de ces minéraux et de toutes ces sources énergétiques? Alors, comment pouvez-vous nous dire quel est l'environnement géopolitique avec la guerre en Ukraine? Ce sont des difficultés supplémentaires sur cette supply chain, sur cette chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que cela vous impacte? Oui, ce qui est intéressant ici, c'est que même avant la pandémie que nous avons connue, la supply chain, l'approvisionnement, donc, était extrêmement efficace au niveau mondial. On traitait des prix des matières premières, mais avec la pandémie, on a vu qu'il y a eu des soucis, des restrictions notamment, et il était plus donc difficile de s'approvisionnement. Et puis la fragmentation au niveau de la supply chain mondiale est de plus en plus forte. Donc il y a de grandes difficultés, notamment du fait de la guerre en Ukraine, et on a vu le prix du pétrole avec des différences en fonction de la localisation. Et en termes de minéraux, eh bien, le marché est extrêmement fragmenté. Il y a évidemment le contexte politique et il y a certains pays, certains clients également qui se demandent où trouver ces matières premières, dans quel ordre de temps, quelle est l'empreinte. Et puis, il y a le côté commercial également.
Évidemment, ça fait partie de la discussion, mais c'est de moindre importance. Donc, on voit qu'il y a des changements extrêmement forts de par le monde en la matière, et ceci mène, si vous voulez, à une différente perception. L'idée, c'est d'identifier les ressources, et pas uniquement au niveau des mines, c'est vraiment pour les prix des minéraux, puisqu'il y a beaucoup d'activités qui se sont développées ces 3 dernières décennies, notamment en Chine. Donc certains pays disent, voilà, moi j'ai besoin de différencier mon approvisionnement, avoir accès à différentes ressources. Il y a les questions d'inflation également, notamment aux États-Unis, puisque on peut jouer sur les prix dans différents lieux. Donc encore une fois, les prix sont très fragmentés, il y a une moindre efficacité, et il y a cette question de transition énergétique qui rend la question au global beaucoup plus complexe. Monsieur le Président, Tshisekedi, votre pays est le plus grand fournisseur de cobalt par le monde. En termes de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, eh bien, vous souhaitez faire partie de cette place de marché. Comment équilibrer toutes ces tensions géopolitiques? Que pouvez-vous faire en la matière, monsieur? Merci d'abord pour l'invitation. Je crois que par rapport à toutes ces tensions, il n'y a qu'une seule réponse, c'est d'essayer de rester au milieu du village et d'être le partenaire, de développer des partenariats avec tous ceux qui viennent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le grand défi que nous avons en République démocratique du Congo actuellement, malheureusement, il est sécuritaire. Nous devons arriver à rassurer les éventuels investisseurs du fait que leurs investissements seront sécurisés s'ils arrivent à le faire. Et donc, la difficulté en ce moment, tout le monde la connaît, c'est cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, un pays voisin qui exploite nos minerais de manière illicite grâce justement à l'instabilité qu'il crée dans la région de l'Est du pays. Et c'est ça, en fait, le plus grand défi. L'attrait est là. Nous sommes en ce moment en train de beaucoup travailler sur la législation. J'ai pris à mon cabinet l'initiative de créer une cellule climat des affaires qui est en contact avec tous les investisseurs pour voir et accompagner leur cheminement à travers les partenariats que nous faisons. Mais évidemment, comme je l'ai dit, le grand défi reste sécuritaire. Gurdeep Singh, thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gurdeep Singh, votre pays, l'Inde donc, est à une croissance extrêmement forte, avec une forte demande en termes d'énergie et des cibles en termes d'énergie renouvelable extrêmement ambitieuses. Comment pouvez-vous gérer cela? Comment naviguez-vous à travers cela? Merci. Alors, notre demande énergétique, effectivement, est en hausse à un rythme extrêmement rapide. Si vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers mois, il y a eu une hausse de 12 à 13% de hausse de demande d'électricité. Alors, pour répondre à ce type de demande, eh bien, il est difficile de s'appuyer uniquement sur les énergies renouvelables pour assurer une viabilité de l'approvisionnement. Donc, il est important, comme cela a été dit par Jérémy, que la supply chain, donc l'approvisionnement, est extrêmement important. Si vous lancez un certain nombre de nouveaux projets dans les renouvelables, il est important d'avoir la bonne visibilité, la bonne viabilité et je dirais que ceci est géré par un certain nombre de pays et il y a eu un certain nombre de situations un peu chaotiques et qui cela a engendré un certain nombre de retards. Néanmoins, nous avons un plan extrêmement ambitieux pour avoir 500 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030. Aujourd'hui, nous avons 137 gigawatts d'énergie renouvelable.
Donc, nous voulons aller de l'avant. Et là, il y a une très belle opportunité pour tous de devenir investisseurs et d'avoir des politiques extrêmement favorables à l'environnement. Des choses notamment en termes de sécurité, de paiement, de transmission. Et l'idée est d'assurer une transition facile à travers l'ensemble du pays. Donc, je dirais que l'ensemble du leadership chez nous est extrêmement concentré sur cette question et nous allons faire tout notre possible pour atteindre les objectifs. Il y a l'histoire de la pompe hydro. Ça, c'est un exemple qui va peut-être nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Et je suis sûre que la partie technologique va être considérée par l'ensemble des parties prenantes pour faire le lien avec cet approvisionnement en manganèse, en cobalt, en nickel, etc. Et c'est une situation qui est en train d'évoluer. Et c'est extrêmement important pour l'ensemble de l'humanité. Donc, je suis convaincue que de plus en plus de choses se feront. Et à l'heure actuelle, il est absolument essentiel de s'emparer et de coopérer au niveau mondial sur ces questions parce que ce sont des changements qui se produisent à travers le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'une seule partie du monde travaille sur cette transition énergétique plus propre. Il faut que le monde entier s'empare de cette question. Merci. Madame de Chamard, vous avez un tout nouveau rôle à travers l'industrie. Et dans cette transition énergétique, une première question, j'aimerais vous poser une première question. Quelles sont les premières conclusions, vos premières visions dans vos nouvelles fonctions? Eh bien, je suis fournisseur de technologies énergétiques et nous travaillons avec les industries pour faciliter leur transition. Évidemment, ça dépend du pays et de leur état d'avancement en termes de transition, du charbon au gaz et du gaz à l'hydrogène, par exemple. Nous les aidons sur ce chemin et également contribuons à l'électrification de l'ensemble des processus. L'hydrogène, l'accès à l'hydrogène. Et nous cherchons à réduire les émissions en capturant le carbone. Nous cherchons également à promouvoir de meilleures technologies pour une électricité plus robuste. Eh bien, tout ceci, nous le voyons sur le marché à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui prend une plus grande importance à un rythme extrêmement rapide, puisqu'il y a des engagements pour un zéro émission d'ici 2030, mais je dirais que le point le plus important, c'est pas vraiment le financement, puisqu'il y a cette volonté, cette poussée. C'est plutôt la supply chain, l'approvisionnement, comme je disais, et la disponibilité de ces métaux précieux. Si, par exemple, les turbines qui vont nécessiter des turbines nouvelle génération, donc plus propres, vont avoir besoin de 9 fois plus de métaux précieux que par le passé. Et cela s'applique à d'autres domaines. Donc, en tant qu'entreprise technologique, nous devons travailler sur différents éléments. D'abord, recycler autant que faire se peut, l'électrolyse notamment. Nous cherchons à recycler la platine, etc. Donc, faire le mieux que nous pouvons. Et deuxièmement, nous devons investir dans des technologies qui vont nous permettre de diversifier le type de minerais dont nous avons besoin, puisque certains minerais sont moins rares que d'autres. Et nous pensons également, et nous en avons besoin, et Jérémy l'a expliqué, nous avons besoin d'une volonté politique, d'une action politique, pour ce qu'il y ait les bons investissements en termes d'activité au niveau des mines, parce que certains minerais ne sont pas si rares. Il faut juste investir aux bons endroits, mais cela nécessite du temps. Sur ce point-là, il y a eu des nouvelles ce matin. Il y a eu des remarques, notamment au niveau de l'Union européenne et de la politique industrielle en la matière, en parallèle avec ce qui se fait aux États-Unis sur la loi sur la réduction de l'inflation. Et donc, je lance une question à l'ensemble du groupe. Comment
évaluez-vous ces annonces qui ont été réalisées ce matin? Alors, si moi je peux dire quelque chose, je dirais que là, il va y avoir cette loi sur la réduction de l'inflation va avoir un impact symbolique, pardon. Ça, on parle des États-Unis, hein. Mais je pense qu'on peut dire la même chose aux États-Unis. Il y a une importance symbolique pour qu'il y ait cette confiance et permettre aux entreprises d'investir, peut-être dans les minerais ou les renouvelables. Et je pense que la contrainte, à savoir avoir plus de matériaux, plus de minerais à moindre coût, n'est pas vraiment un problème de financement des gouvernements. Je dirais que ce qui est le plus important en termes d'action gouvernementale, c'est de pouvoir fournir une certitude au niveau du politique et vraiment d'avancer. L'Allemagne a été un exemple récent de ce qui s'est fait en accélérant les choses. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment agir beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment une question de certitude fiscale, parce qu'il y a les capitaux. Donc, je pense que nous avons l'argent, il y a la volonté d'investir, mais les conditions doivent être améliorées pour permettre l'investissement plus rapide. Alors, c'est quoi le plus gros problème? La politique ou le développement technologique? Eh bien, je dirais d'abord que c'est la politique et tout ce qui conduit la politique et qui permet d'améliorer la perception publique. Et je dirais que sur le long terme, l'industrie de la mine doit être plus novatrice et prendre des risques au niveau technologique. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'aller de l'avant et d'avoir plus accès à des ressources plus rapidement. Je voyais que vous étiez d'accord. Oui, tout à fait, dit M. Singh. Les politiques, bien sûr, c'est très important. Je peux donner l'exemple de l'Inde. On a mené notre politique verte au niveau de l'hydrogène, avec une aide supplémentaire qui va être allouée par le gouvernement indien en termes d'infrastructures de production. Donc plus de 2 milliards de dollars en la matière. Avant cela, il y a une politique également du côté des énergies renouvelables et nous avons pu atteindre ces 137 gigawatts d'énergie propre. Donc il s'agit effectivement d'engagement politique et de leadership et il faut que cette politique soit poursuivie plutôt que parce qu'on sait que les investissements vont se faire uniquement s'il y a ce climat de réassurance et de certitude. Donc effectivement, c'est une question politique et je pense que l'hydrogène vert va jouer un rôle absolument essentiel avec les années. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir exporter par la suite. Et je pense que il faut qu'il y ait ces investissements et il faut que les éléments soient à un prix abordable. Monsieur le Président, ces dernières 20 années, l'Afrique a reçu uniquement 2% des investissements en termes d'énergie renouvelable avec d'autres pays qui ont reçu la grande partie. Que faut-il faire par conséquent pour soutenir le développement de ressources propres en Afrique, en Congo, et agir avec rapidité et dans un esprit responsable? D'abord, je pense que nous devrions améliorer notre cadre institutionnel, notre bonne gouvernance et rassurer de plus en plus le partenaire. Ensuite, nous avons une politique qui définit, ça c'est déjà fait, l'exploration et l'exploitation. Donc c'est très important pour nous parce que évidemment ça permet aux partenaires de connaître toutes les étapes pour arriver justement à la production. À côté de cela, il y a
toute l'exigence environnementale, on en a parlé ici, il faut se conformer aux règles pour que l'impact environnemental ne soit pas négatif lorsque la production va se faire. Dans nos pays, il y a encore, à cause de la pauvreté, malheureusement, certains dérapages, certains modes de vie qui fait qu'on retrouve des enfants, des femmes enceintes dans ces activités-là. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour extirper tout ce monde de ces activités et de les mettre ailleurs. Et il y a une exigence aussi que nous mettons dans le partenariat, c'est à demander aux partenaires d'avoir une considération pour les retombées sociales de ces activités. Donc, j'entends par là, à côté de ces activités, il a l'obligation de construire des écoles, des hôpitaux et bien des choses qui concourent à l'amélioration du quotidien de la vie des communautés dans lesquelles les activités se font. Donc, nous pensons que par ce genre de présentation, nous allons davantage rassurer le partenaire et en échange, grâce à ces activités, nous allons aussi créer de la richesse et pouvoir améliorer le pouvoir d'achat, le quotidien, les conditions de vie de nos populations. Just as a follow-up. Justement, pour reprendre sur ce que vous veniez de dire, les problèmes de droits humains, de droits de l'homme, des actions dans ce sens, comment ça se passe au niveau des politiques internes, mais qu'est-ce que vous attendez aussi de vos partenaires? Non, évidemment, un accompagnement. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de sérieux problèmes de pauvreté. Pour cela, donc, les familles sont obligées de faire travailler des femmes, des enfants. Et nous attendons, évidemment, de ces partenariats, que nous créions, que ça nous apporte des solutions pour créer des activités qui pourront permettre de sortir justement cette catégorie de la population de ces activités-là. Et les organisations des droits humains travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour nous donner les informations nécessaires qui peuvent nous orienter dans la prise des décisions. Mike Henry, Mike Henry, vous avez dit qu'on a besoin d'innovation, technologie minière par exemple. On n'a pas encore parlé de ce qui est de l'exploitation des fonds marins. On sait qu'il y a des sources de minéraux potentiellement énormes, mais cela s'associe aussi à un risque tout aussi énorme parce qu'il y a un danger de détruire ce puits de carbone que représente l'océan et donc les technologies vont forcément dépendre de cet équilibre. Donc est-ce que vous pourriez nous en parler le premier, puisque c'est vous qui avez posé la question tout à l'heure, et ensuite peut-être ceux qui sont intéressés pourraient contribuer à la discussion. Écoutez, je vais être très bref. Je crois qu'on a suffisamment de potentiel pour l'instant couvrir les besoins actuels avec les surfaces existantes avant de commencer à envisager d'exploiter les fonds marins. Après, il y a beaucoup d'incertitudes justement concernant l'exploitation des fonds marins. Donc, toutes les activités minières d'ailleurs, qu'il s'agisse d'activités sur la terre ou au fond de l'océan, il faut faire très attention aux impacts qu'elles peuvent avoir. Il faut pouvoir modéliser, mettre en place des normes que tout le monde doit respecter et que tout le monde doit pouvoir respecter. Et il faut absolument éviter des impacts négatifs volontaires ou involontaires. Il faut faire tout le processus du début jusqu'à la fin avant d'envisager d'autres types d'exploitation conventionnelle ou de nouvelles types. Oui, mais justement, vous nous parliez de l'exploitation terrestre. Bah, même sur Terre, il y a des normes qu'il va falloir respecter. Par exemple, le fait d'introduire de nouvelles technologies et faire en sorte que les sociétés retiennent le soutien nécessaire pour pouvoir le faire. Les compagnies minières.
Et on travaille dans ce sens. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur les fonds des océans? Non, pas sur le fond des océans. Je voudrais revenir sur votre premier commentaire. Vous dites qu'il y a plus qu'assez de potentiel pour couvrir les besoins actuels avec les exploitations terrestres et que donc on n'a pas besoin d'exploiter le fond de l'océan. Récemment, en Suède, on a découvert du lithium, des réserves de lithium, justement. Et c'est un excellent exemple qui nous montre qu'on a peut-être d'énormes gisements dans des pays et on n'en est même pas informé, on n'est pas au courant. Peut-être qu'on n'a pas le droit, je ne sais pas, mais peut-être vous pouvez répondre, mais peut-être que l'on n'a pas suffisamment investi dans le bon type d'exploration. Exactement, quand on parle d'exploitation minière, il faut qu'on aille innover sur les technologies qui nous permettent d'explorer, c'est-à-dire de sonder les sols. Parce qu'avec les technologies existantes, c'est parfois difficile de trouver des gisements. Et si on associe ces technologies avec, par exemple, l'intelligence artificielle, eh bien, on peut arriver à trouver des gisements là où on ne pensait pas qu'il pouvait y en avoir. On a eu l'expérience récemment dans le sud de l'Australie. On est retourné chercher sur des terrains qu'on avait déjà explorés, on avait dit non, il n'y a rien, et on a trouvé des gisements. Grâce à des nouvelles technologies, grâce à de nouvelles façons de passer en revue toutes les données disponibles. Et sur le plan plus géopolitique, on dépendait de plus en plus des énergies fossiles. Maintenant, on va dépendre de plus en plus des métaux précieux. Ça pose évidemment des problèmes géopolitiques. On disait tout à l'heure que la Chine contrôle 50% de la chaîne d'approvisionnement sur les minéraux nécessaires pour les batteries. Et on sait qu'ils travaillent depuis longtemps pour s'assurer qu'ils ont les bons minéraux, la bonne chaîne d'approvisionnement pour les métaux dont ils ont besoin, qu'ils ont investi dans des projets en Amérique latine, en Afrique et ailleurs, pour pouvoir justement avoir un bon contrôle sur les exploitations minières. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous souhaiteriez intervenir? Vous avez peut-être quelque chose à dire, justement, sur la façon dont les pays doivent s'approprier ce risque géopolitique? Il y a une chose qui est certaine. Quand on n'a pas de ressources, il faut en trouver. Et parfois, ces ressources sont dans des environnements difficiles d'accès, comme le disait le président. On a beaucoup de gens qui travaillent dans les exploitations minières et on ne peut pas leur dire de ne plus extraire de minéraux. Il faut soutenir les communautés, mettre en place des contrôles et assister justement ceux qui exploitent ces ressources naturelles. Et cela aura des impacts massifs sur les communautés, sur les populations locales. Et des nouvelles technologies que nous devons essayer d'exploiter ne pourront pas être utilisées sans qu'on se rende compte du fait qu'il y a quand même des populations locales dans certaines régions et qu'il faut en tenir compte. Et le marché international doit comprendre que ces minéraux, ces métaux ont un impact sur le développement local et leur mise sur le marché. Le président l'a dit, nécessite un travail avec des partenaires. Il faut une bonne gouvernance autour du processus. On ne peut pas tout faire n'importe comment. On ne peut pas démarrer une nouvelle exploitation sans tenir compte des communautés locales et de leur potentiel enrichissement. Alors, je vais revenir un instant en arrière. On parle justement du trading. Quel est l'écart, enfin, en termes d'ordre de grandeur? C'est difficile, on a notre propre interprétation. Si vous prenez l'AIE, si par exemple vous voulez atteindre le net zéro d'ici 2050, on pense qu'il nous faut 2/3 de l'énergie venant de sources renouvelables d'ici 2030. Et dans ce scénario, et j'exclus les véhicules électriques, nous pensons que nous devons avoir une augmentation de 20% par an de la production pour pouvoir atteindre cet objectif, avec le cuivre par exemple, et le zinc et l'aluminium. Aussi, ces besoins, on en a besoin pour faire des éoliennes, pour fabriquer différentes structures. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les stocks de métaux de ces dernières années ont été épuisés. On n'a pas suffisamment augmenté la production. Et aujourd'hui, on a atteint une situation critique concernant les stocks de métaux. Et d'après notre analyse, par exemple, les stocks de cuivre, on n'a plus que 4 jours de stock de consommation mondiale. Le zinc, moins de 1 jour. Donc, vous vous rendez compte, on essaye de remettre sur pied, de développer une industrie, de l'élargir pour faire une transition énergétique, alors qu'on est dans une situation critique en termes de stock de métaux. Donc là, il y a un peu un problème quand même, c'est un peu contradictoire.
J'aimerais vous demander justement l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ces ressources très riches, est-ce qu'il y a des blocages qui empêchent votre société d'avancer plus vite dans le domaine de l'éolienne et de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire? On vient d'en discuter justement. Nous avons un plan très ambitieux et on a mis en place tout ce qu'il fallait, la chaîne d'approvisionnement aussi. Je crois que il y a des restrictions sur la disponibilité des équipements à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en tant que pays? On a mis en place des actions. On va encourager, par exemple, la production d'énergie solaire, enfin la chaîne d'approvisionnement pour la production d'énergie solaire. Et pour l'énergie éolienne, bon, ça va plutôt bien. On est assez à l'aise. À part pour un certain nombre de problèmes dont nous devons encore traiter, mais je pense que ça va nous donner des opportunités pour, par exemple, recycler des produits, mettre en place une économie circulaire, et c'est tout aussi important. On ne doit pas attendre, on doit déjà mettre en place une économie circulaire. L'autre point, et ça fait partie de la transition dont on parle dans les différentes sociétés, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'exploitation minière, eh bien ça aussi, il va falloir se pencher sur la question. Nous avons un slogan qui est « La vie pour l'environnement ». Et la façon dont nous consommons, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous mettons en place tout ce qui est renouvelable, c'est ça qui va dicter la transition. Il faut le faire le plus vite possible, mais il faut le faire de manière durable. Rien ne sert de courir. Il faut que ce soit durable pour que cela puisse durer sur le long terme. C'est-à-dire que on a constamment des échecs, des retours en arrière. On l'a bien constaté depuis un an à peu près. Ces pics qui nous ont vraiment mis en difficulté concernant les prix d'énergie sont présents dans le monde entier. Donc il faut absolument avancer, mais avancer de façon durable et de façon abordable. Il faut savoir combien on a de ressources exactement, quelles sont les technologies nécessaires et quels sont les investissements qui peuvent nous aider justement à accélérer le processus. Est-ce que je pourrais faire un petit commentaire concernant le recyclage? C'est vrai, on doit absolument augmenter le recyclage. C'est vraiment important, il faut que tout le monde comprenne bien. Même si on augmente les taux de recyclage qui sont déjà relativement élevés, on aura quand même besoin de minéraux et de métaux. C'est important de recycler, mais ça ne résoudra pas le problème. Je voudrais vous demander à tous de prendre un petit peu de recul, parce que presque tout le monde dans cette table ronde regarde vers l'avenir, les énergies renouvelables. Nous avons tous investi, tous autant que nous sommes, néanmoins par le passé sur les énergies fossiles. Donc peut-être on peut commencer par le bout de la salle. Je sais que c'est une question un petit peu ambitieuse, mais sur le plan philosophique, quand vous réfléchissez à cette transition, comment peut-on réduire un certain type de consommation et augmenter l'autre? Je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez ça sur le plan philosophique, Monsieur Singh? Encore une fois, un point très important. Que ce soit l'énergie éolienne ou solaire, il faut de toute façon aller vers des énergies propres. Et donc, il faut commencer à travailler aussi sur d'autres technologies pour comprendre comment réduire les émissions de carbone. Et puis comment capter le carbone, et puis comment l'utiliser. Il ne s'agit pas uniquement de puits de carbone, mais il va falloir vraiment mettre en place une économie circulaire. Tout ça, ça en fait partie. Donc il faut aider les fournisseurs de technologie, il faut financer. Et puis il y a des projets bilatéraux, évidemment, mais je crois que sur le plan international, il faut vraiment regarder comment ça se passe pour non seulement l'énergie solaire et éolienne, mais également la capture du carbone, les puits de carbone, afin que l'on puisse vraiment mettre en place des énergies à basse émission de carbone. Je crois encore que 2 tiers de la population vont encore dépendre pendant quelques décennies d'énergie fossile ou
carbone. Mais le défi est là. Il faut réduire les émissions et sur le long terme, il faut voir comment on va mettre en place ces technologies qui nous permettront d'améliorer l'économie circulaire, les puits de carbone, parce que je crois que c'est un domaine vraiment important et dont on parlera de plus en plus, tout autant qu'on parle aujourd'hui de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Ben, je crois que ce soit la chaîne d'approvisionnement des énergies fossiles ou des métaux ou des minéraux, de toute façon, c'est ce qu'il faut mettre en place pour l'énergie. On a mis en place des divisions d'énergie renouvelable, on investit sur les systèmes de stockage, sur l'énergie éolienne, sur l'énergie solaire. Et au-delà des énergies renouvelables, il faut que tout ça soit en place d'ici 2025. Et puis, nous avons également travaillé sur l'ammonium et l'hydrogène. Nous supportons énormément toute l'activité autour de l'hydrogène. On a 2 projets en Europe. Un dont les investissements vont être décidés deuxième semestre de l'année. Nous passons également que l'ammonium sera un des projets d'avenir et on va développer aussi des moteurs à hydrogène. Donc on a tout ça en place. Ce sont des activités qu'on développe. Et pour notre empreinte carbone et nos émissions de carbone, nous nous sommes engagés à des réductions, 30% déjà. Et puis, nous avons une joint venture avec Palantir qui travaille aussi sur la réduction des émissions. Donc, nous allons investir dans des solutions qui nous permettront de comprendre quels sont les objectifs en matière d'émissions et pour les hydrocarbures, le transport, etc. Et trouver des solutions sur mesure en fonction des cas pour qu'on comprenne bien quel est le niveau des émissions, comment on peut les réduire de différentes façons, d'ailleurs avec différents processus, et mettre sur pied des solutions qui nous permettront de réduire les émissions, y compris avec l'azote. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ce problème ? Je regarderai ça sur un plan plutôt réaliste. C'est-à-dire, comme vous le savez, les pays africains, le continent africain, est le continent qui émet le moins de carbone, 3 à 4%, tout au plus. Et depuis la COP21, les pays qui polluent le plus s'étaient engagés à verser des compensations pour les pays africains qui subissent d'ailleurs les plus graves conséquences. Et comble d'hypocrisie, au moment où nous voulons exploiter nos propres ressources énergie fossiles, on nous fait des procès d'intention, alors qu'en ce moment, nous en avons besoin pour aller vers le développement. Et que si tout le monde tenait à sa parole, les engagements des pays émetteurs de carbone, je crois que cet argent nous permettra de faire avancer au plus vite la technologie. Je parle ici de mon pays. Nous avons plus de 700 sites sur lesquels on peut développer de l'hydroélectricité. Nous avons le grand projet d'Inga qui peut à lui tout seul aller jusqu'à 60 gigawatts. Donc c'est pour vous dire que nous avons les potentialités, mais nous manquons des capitaux. Et si les engagements pris à travers toutes les COP qui se sont passées dernièrement étaient respectés, je crois que nous pouvons aller très vite vers cette transition énergétique et finalement, petit à petit, abandonner les énergies fossiles. Mais je suis d'accord avec M. Singh, ce n'est pas possible d'arrêter maintenant, il ne faut pas se leurrer. Je crois que c'est une question encore de quelques années. Évidemment, il faut penser à émettre moins de carbone, mais je crois que nous en avons encore pour quelque temps. So maybe the way peut-être que nous voyons les choses de la façon suivante. Côté énergie renouvelable, nous savons que les énergies renouvelables vont se développer considérablement. On l'a vu au Moyen-Orient, on l'a vu en Asie, par exemple. 10 à 30... ils ont pensé de multiplier leur production d'énergie renouvelable 10 à 30 fois dans les années à venir. Et l'énergie nucléaire va devoir continuer à exister. Si on ne fait rien aujourd'hui... Enfin, je m'entends. La capacité d'énergie nucléaire, c'est le deuxième volume en termes de production d'énergie à basse émission de carbone après l'énergie hydraulique.
Donc si on ne fait rien, ça va tomber à un tiers. Et je crois qu'il va vraiment qu'on investisse, il va falloir qu'on investisse sur les centrales nucléaires parce que ça va nous donner de l'énergie pour certains pays. Ce sera aussi une source pour fabriquer l'hydrogène. Donc on va devoir investir sur les centrales nucléaires. Nous croyons beaucoup à l'hydrogène. Ça, on en parlait tout à l'heure et c'est vrai, nous y croyons aussi. Et chez Siemens, nous avons énormément investi. Nous sommes en train de fabriquer une centrale avec Air Liquide, enfin une usine avec Air Liquide. Nous allons commencer justement à la faire fonctionner cette année. Et nous croyons vraiment qu'il y a un avenir pour ce type d'énergie partout dans le monde. Mais au-delà des énergies à basse émission de carbone, je crois que ce sur quoi nous ne travaillons pas suffisamment, c'est l'efficacité énergétique. Si l'on veut réduire les émissions de carbone, avec l'augmentation des besoins en énergie, avec l'augmentation de la population mondiale, si nous ne travaillons que sur la façon de verdir les énergies, nous passons complètement à côté du problème. Mike, pardonnez-moi si j'interromps, c'est votre tour, mais vous en avez parlé justement tout à l'heure, et je voudrais intervenir. Nous avons encore quelques minutes, et je voudrais qu'on laisse la possibilité au public de poser une ou deux questions. Si vous voulez bien vous lever, au fond de la salle. Merci beaucoup. Ma question pour le président de la République du Congo. Si la sécurité est un problème pour vous, et de toute évidence, si vous pouvez, si vous aviez pu résoudre le problème, vous l'auriez déjà fait. Donc, question, pourquoi est-ce que vous ne collaborez pas avec le processus de Nairobi ou avec le Rwanda pour trouver une solution? Je crois que la solution, vous l'avez entre les mains. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Moi, je suis rwandaise et je pense que la sécurité est absolument essentielle pour les investissements et pour le tourisme aussi. Vous devez savoir qu'il y a eu, au mois de novembre, une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous
pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. If I may just add a short point. Si je peux intervenir très rapidement sur ce sujet d'une énergie, une transition énergétique juste entre les pays développés et les pays en développement, pour revenir sur les idées qui ont été soulevées tout à l'heure. Certains des pays qui ont des ressources précieuses, des minéraux précieux, sont des pays en développement. Et certains ont justement des initiatives de localisation que je trouve très intelligentes. C'est-à-dire que non seulement ils vont exploiter ces ressources minières, mais ils transfèrent la fabrication dans le pays pour que justement les batteries, par exemple, soient fabriquées dans le pays afin que le pays puisse bénéficier du travail fait par ces sociétés qui exploitent les mines. Bah, écoutez, l'année prochaine, on se retrouvera. Merci pour cette question. Malheureusement, nous avons dépassé notre créneau horaire et merci beaucoup pour cette discussion très intéressante.